Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff, de retour après la 6e semaine, j'allais dire la 9e, non, la 6e semaine de compétition. La saison passe vite, mais quand même pas à ce point-là. Déjà, un tiers de la saison NFL a été joué. Ah oui, ça passe à une vitesse folle. Et ce qui est dingue, c'est qu'au bout de 6 semaines, on sait toujours pas trop quelle équipe est bonne et quelle équipe est pas très bonne. Donc c'est comme, enfin, il y en a, on sait très bien qu'ils sont nuls, mais grosso modo, ça change tellement toutes les semaines qu'on se demande un peu où on en est. Alors, on va essayer de faire un peu la lumière sur tout ça, euh, avec les matchs qui se sont déroulés pendant toute cette semaine. Alors, il y en a 2 qui sont pas encore joués au moment où on enregistre ce podcast, mais avec tout ce qu'on a vu dimanche, on a largement de quoi faire. Déjà, avec moi, mon équipe NFL du lundi, ou du mardi pour vous quand vous écoutez, mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je ne te cacherai pas que moi ça va moyen, hein. Aujourd'hui, voilà. Ça va comme un Warner. Voilà, ça va comme un mauvais lundi. Tu vois, 5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents, je monte le son. Vince qui m'envoie à 22h55 un message me disant ça va Seb, point d'interrogation. Je me suis dit, oh, ça sent mauvais cette affaire. Et j'avais pas tort, mais on va y revenir dans 2 secondes. Tout à fait. Mon Yaya est avec nous. Alors lui, il a battu les Eagles. Alors depuis, Jackson Dart est devenu... il y a une statue de Jackson Dart derrière lui. Vous ne la voyez pas encore, mais il y en a une. Salut mon Yaya, comment ça va? Écoute, tu vois, je pensais avoir un week-end tranquille sans défaite, mais en fait, c'était un week-end encore plus exquis, un week-end de victoire dès le vendredi. Et donc, je salue amicalement tous les fans des Eagles. Et voilà. Et comme dirait Bertrand, plus que 5. Exactement. Et oui. Mais le jour, quand on va en gagner 5, là, vous, avec vos bouches de vieilles fielleuses, eh ben, vous irez ravaler votre chapeau. Je Ok, soutiens, je suis Bertrand. tout à fait. Hashtag je suis Bertrand. Hashtag Free Bertrand. Mon Vince est avec nous. Salut Vince. Vince qui a vécu un dimanche absolument délicieux avec ce match de Londres. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. C'était magique, quel bonheur, quel plaisir, comme quoi à Londres, vraiment, eh ben voilà, hein, il se passe À ce Londres, qui se rien de passe. nouveau. À Londres, rien de nouveau, Marche à effectivement. Londres. Non, non, il y a des victoires qui sont. Bon, on prend la victoire, hein, mais alors, pouf, quel match! Certainement qu'on fera un petit mot là-dessus. Oui. Et puis Seb, désolé de t'avoir spoilé, hein, mais voilà, j'ai pas réussi à me contenir, quitte à t'envoyer cette petite pique. On en parlera en fin d'émission, mais je trouve que les Jets ont été particulièrement Londres d'eux-mêmes. Alors, on a commencé, voilà, c'est pour mettre en... Voilà, ça met en forme tout de suite. Le Mais niveau oui, était levé ce soir, hein, mesdames, messieurs. vous Accrochez-vous. voyez pas, mais Voyez, Yaya et Vince sont déjà dépités. On en est à 3 minutes 13, ce qui donne le ton. En parlant de ton, on va donner la parole à Yaya en premier. Non, je rigole. Alors, on parle des Buccaneers contre les San Francisco 49ers. Non, c'est Seb qui va parler en premier parce que bon, il faut que ça serve d'exutoire. Vous savez, le podcast, c'est un peu ça aussi. C'est une thérapie pour nous. Alors bon, moi, j'en ai pas besoin parce que bon, de toute façon, là où on en est, il y a plus besoin de thérapie. Mais il y a des gens qui ont des saisons en jeu, vraiment, et qui ont besoin de ce moment pour décharger tout ce qu'ils ont envie de dire. Les 49ers qui ont donc été battus 30-17, 30-19, 19. 30-19, 30-17 c'est les Chiefs, 30-19 la défaite des 49ers avec mon Seb, la blessure de Fred Warner, une blessure de plus à San Francisco. Oui, ça c'est la nouvelle qui fait plaisir, hein, bien sûr. En plus de la défaite, perte de Fred Warner pour toute la saison. Jusqu'ici, Fred Warner, c'était 50 plaquages, dont 2 pour perte, 3 passes déviées en 5 matchs. C'est le quarterback de la défense de San Francisco. Et lui et Bossa out, eh ben, vous avez quand même un sacré rendement défensif qui fout le camp. Deomodore Lenoir est le dernier starter restant de la saison passée dans cet effectif. Tous les autres, ce sont de nouvelles recrues, voire des rookies. Alors, ça va devenir compliqué. Même s'ils vont chercher quelqu'un sur la free agency,
on remplace pas un Fred Warner comme ça. C'est pas un joueur qu'on remplace au poste par poste. La défense ne jouera sans doute plus aussi bien sans lui. Cette défense, avant le match de dimanche, elle était 6e en scoring, 14e à la passe, 15e au sol. Néanmoins, moi, je compte beaucoup sur Robert Saleh, justement, qui jusqu'ici a fait beaucoup avec cette défense, qui compte énormément de nouvelles recrues, mais ça va demander une grosse période d'ajustement. Et cette période d'ajustement, les 49ers ne l'ont peut-être pas parce que, à l'exception d'Arizona, leurs autres concurrents de division ont gagné ce week-end. Après, faut pas paniquer non plus, hein, ça veut dire que le club est 4-2. Je connais certains clubs, suivez mon regard du côté de la côte Est, qui rêveraient d'être à 4-2 et pas juste de réussir comme ça un coup miraculeux contre des champions sortants et de se sentir pousser des ailes, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que ça n'améliore pas les affaires de San Francisco et qui voit sa liste de blessés s'allonger encore. Oui, J'ai juste moi, une il y a- petite chose à rajouter. On Oui. ne devient pas plus grand en rabaissant les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. on devient pas plus petit non plus. Hein. Ouais, voilà, c'était absolument gratuit et ça soulage, tu vois. Je te dis, l'exutoire. Si vous aussi, vous Voilà. avez, je pense aux fans des Ravens. On a beaucoup de fans des Ravens. Si les fans des Ravens, vous avez envie de profiter de Tailgate pour un peu sortir tout ce que vous avez en vous, n'hésitez pas hein, à venir, vous nous laissez un petit message. On fera une demi-heure spéciale de toutes les équipes qui ont besoin d'extérioriser tous Un leurs coup, c'est un problèmes. 9. Après Seb, tu sais, les Giants, ils se sentent pousser des ailes parce qu'ils rêvent de devenir des Eagles aussi. Donc, Excuse-moi, on a 2 fois plus de Super Bowl que allez, de soccer. Donc, excusez-moi. allez, bon. Excusez-moi. Mais- Non, mais- excusez-moi. mais- Excusez-moi. Me compare pas avec excusez-moi. cette franchise sans histoire. Non, Mais non, mais allez, avec une Vous face savez, on savait les risques qu'on prenait. On savait. On Il le dit. Hein, on le dit, il est on vraiment sait. temps que chez The Playoff, on investisse dans les jingles pour qu'on puisse, dès qu'il commence à dire un mot, à dire, et nous on a, qu'on lui mette un jingle et puis qu'on en finisse là, quoi, parce que ça devient insupportable. Ça, Mais vous faut êtes qu'on nuls investisse. tous. Mais vous êtes nuls tous. C'est pas ma faute. Faut qu'on investisse, c'est sûr. Alors, Vince, t'as fait le résumé, toi, du match entre les 49ers et les Buccaneers, donc tu l'as vu en long, en large et en travers, ce match-là. T'es inquiet pour la suite de la saison de San Francisco ou au contraire, comment dirons-nous, j'ai vu beaucoup d'analystes américains qui étaient très optimistes sur la saison des Buccaneers, qui étaient même possiblement au Super Bowl. Ça a été quoi, toi, ton avis là-dessus? Alors, déjà, il faut. Alors, pour répondre à ta première question sur la saison des Niners, et il faut bien se rendre compte que là, c'était ce déplacement à Tampa Bay Sans ouragan. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire en période d'octobre où il y a énormément d'ouragans, c'est très compliqué, les conditions de jeu sont dantesques, donc c'est déjà un miracle de s'en sortir comme cela, parce que Nostradamus nous avait bien prévu que forcément c'était très compliqué, surtout on avait parlé de la Week 6, donc on y était. Oui, avec la chance qu'ils avaient, en plus, les 49ers et les blessures, ils auraient été capables d'avoir 2 ou 3 joueurs qui s'envolent, tu vois, donc bon, Voilà, donc, heureusement qu'il n'y a pas d'ouragan. on y était. Mais alors, plus sérieusement, il faut pas oublier qu'ils rencontraient quand même des Tampa Bay Buccaneers qui ont fait un début de saison vraiment bon, où on a une défense des Bucks qui est vraiment pas mauvaise du tout, et on a un Baker Mayfield qui sort vraiment sa patte de cette équipe-là, qui met la patte sur cette équipe, qui montre un peu comment il joue, qui vraiment prend du poids dans cette attaque, et même dans la NFL de manière générale, puisque c'était dans le leader du MVP à l'issue de la Week 5, et ben, il était le leader, hein, donc pour le moment, il est favori pour être MVP. Donc c'était juste pour vous signaler que effectivement, ce Baker Mayfield, eh ben, il prend de la place, il prend de l'importance. Et hier, eh ben, c'est ce qu'on a vu. On a vu une attaque des Tampa Bay Buccaneers qui était vraiment propre, solide, qui savait ce qu'elle faisait, qui ne prenait en fait jamais. Moi, j'ai jamais vu qu'ils se sont jamais affolés en fait. Tout le temps, c'était ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils avaient un plan de jeu et ils l'ont amené jusqu'au bout. Et ça, c'est signe vraiment de force
pour les Bucks. Du côté de la défense, du côté des Bucks, ben, j'ai envie de dire c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ils sont conscients de leur force sur cette défense-là, qui est quand même une de leurs forces depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que c'est fort. Et pour revenir juste sur l'attaque avant de basculer côté Niners, l'absence de Godwin et de Evans pouvait leur faire craindre beaucoup. Et ben finalement, ils arrivent à trouver des solutions. Alors, la solution, elle arrive par Ebuka aussi, mais le problème de ça, c'est qu'on l'a vu hier sortir en milieu de deuxième quart et ne pas revenir pour un problème à la hanche. Donc ça aussi, ça sera surveillé. Du côté des Niners, Il doit passer une IRM d'ailleurs. ouais, ça sent quand même pas bon. Hein. Il faisait beaucoup d'étirements et on le voyait vraiment grimacer. Bon, j'espère que ça sera pas grand-chose. Côté Niners, eh ben, qu'est-ce que vous voulez faire avec toutes les blessures que vous avez? Et maintenant, Fred Warner, en plus, comme l'a dit Seb, que voulez-vous faire? Ils font Warner. J'avais compris Wagner au début. Non, mais non. Il est parti où? Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette équipe? Je veux dire, ils font déjà. J'ai l'impression qu'ils arrivent à tirer. Regardez bien le mot que je vais utiliser, la quintessence même de toute cette équipe. Vous noterez qu'il s'est arrêté pour se concentrer avant de partir. Non mais alors, attendez, il n'a pas refusé l'obstacle, hein, le oui. Ouais. j'ai pas refusé l'obstacle. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à cette équipe? On a un Mac Jones hier qui fait un match somme toute très honorable, 27 sur 39, 347 yards à la passe. 347 yards à la passe. Certes, les 2 interceptions font tâche. Il y a quand même 2 interceptions et aucun touchdown. Oui, d'accord, mais parce que à la course, il arrive à tout faire. Ils sont arrivés à tout faire hier à la course. Oui. Donc, et encore que non, pas vraiment tout, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Ils arrivent. Sam, il comprend pas, non. Non, mais en fait, le problème, c'est que derrière, après, t'es en retard vis-à-vis du score, donc forcément, tu forces à la passe. Et puis, la défense des Bucks, elle a forcé sur cette ligne offensive des Niners qui n'a pas tenu. Donc, oui, à un moment donné, Mike Jones, j'ai trouvé somme très honorable. 347 yards, c'est vraiment pas ridicule. Mais oui, est-ce qu'on n'atteint pas le plafond de verre pour cette équipe des Niners? Parce que le problème, c'est les blessures. Les blessures. Les os en verre. Il y en a de partout. Et Seb, je pense que ça sera le premier à le dire. On a beaucoup d'espoir pour ces Niners depuis quelques années. Christian McCaffrey arrive à faire une bonne saison, enfin pas mauvaise cette année, mais le problème, c'est que là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui reposaient sur lui. Il a été beaucoup sollicité à la passe hier. 8 targets, 7 réceptions, 57 yards. C'est beaucoup. On lui en demande beaucoup, en plus de ses 17 portées. Il va falloir le ménager aussi, le bonhomme. Mon Seb, tu voulais réagir depuis au moins une demi-heure. Non, vas-y. Oui, j'avais 2-3. Alors, tout d'abord, pour Baker Mayfield en course pour le MVP, Baker Mayfield, boulanger du champ de mai, hein, comme on l'appelle chez nous. Voilà, ça t'as compris, Fab. Sache, Vince, qu'il y a une équipe d'experts qui a fait un excellent podcast la semaine dernière, au cours duquel le sujet est largement évoqué. Je t'invite à aller voir un site de très haute volée qui s'appelle The Playoff, hein, et tu trouveras, c'est l'épisode qui est sorti jeudi dernier, ça va te ravir. Plus sérieusement, effectivement, oui, alors, je comprends que selon tes critères, le match au sol a été intéressant avec une moyenne de 3 yards par portée, mais c'est quand même au sol, San Francisco, on a quand même un problème, c'est pas terrible. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que jusqu'au milieu du 4e quart, le match, malgré tout, il reste à leur portée parce que le score est à 17. Il y a Tampa qui manque un field goal. Ils ont encore une possession. Il y a moyen d'égaliser, mais c'est le moment que choisit la ligne offensive des Niners pour s'effondrer, littéralement. Elle avait déjà connu des hauts et des bas au cours de la rencontre, et en particulier Vita Vea, mais qui va mettre une pression de dingue au milieu. Je crois qu'il a 5 pressions à lui tout seul sur le match. Et il y a aussi, encore avant, je pense qu'il y a un vrai tournant, il y a un gros coup de massue en 3e quart-temps, avec Mayfield qui convertit une 3e et 14 en courant, et qui derrière lance une passe de touchdown hallucinante sur le rookie Tess Johnson. Et à ce moment-là, clairement, on a senti que San Francisco, en matière de ressources pour revenir, ils étaient un petit peu trop justes. Donc, comme tu le disais, néanmoins,
ça tient, entre guillemets, plus ou moins, malgré l'effectif en attaque qui est vraiment construit autour de second couteau. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Et moi, c'est sur la précision de Baker Mayfield que je voulais rebondir. Après, Yaya, si tu veux rajouter quelque chose, tu n'hésiteras pas. Non, moi, Mais j'ai une question pour Seb. t'as une question pour Seb. Bah, juste après, sur le tout début de match, je trouvais qu'il y avait des problèmes d'ajustement assez étonnant de la part de Baker Mayfield. Il y a eu alors j'ai le souvenir de 2 passes en direction d'Emeka Egbuka. C'était dans le premier quart-temps, si je ne dis pas de bêtises. Mais alors très très mal lancé pour le coup, à un moment où il était complètement ouvert en plein milieu du terrain, où le ballon lui est lancé complètement derrière lui. Et c'est assez étonnant parce que jusque-là, dans ces 5 premières semaines, il se trouvait quasiment les yeux fermés. Et là, vraiment, au début de match, Baker Mayfield a quand même semblé avoir un peu de mal. Alors après, quand on voit notamment le jeu sur sa course, là où il se joue de 4 ou 5 défenseurs pour aller chercher la première tentative, c'est Patrick Mahomes qui fait ça. On en entend parler pendant à peu près 2 semaines. Mais voilà, ça reste un quarterback qui est de très 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 bon niveau et qui, comme on le disait dans l'excellent podcast, Seb, fit parfaitement avec le système des Buccaneers aussi. Et c'est là aussi que tout joue, parce que je suis pas sûr qu'on met un autre quarterback à la place de Baker Mayfield, ce soit forcément le même résultat. Oui, et puis je suis pas sûr que tu le mettes ailleurs, il fonctionne aussi pour autant. L'inverse est vrai aussi. Il y a 2 choses. Après, je pense que l'attaque a été conçue depuis plusieurs saisons autour de lui et de ses qualités. Hein, donc voilà. Moi, j'avais une question pour Seb. Quand on voit le jeu de course, oui, tout à fait, question de Madame Belpère. Comment ça se fait que Robinson Junior n'ait pas plus de portée, sachant qu'il... Alors ça, c'est quelque chose que je m'explique pas. Oui. Je comprends qu'on veuille nourrir Christian McCaffrey. Ok, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais effectivement, on a fait venir un running back censé très bon en plus et qui pourrit sur la touche en fait. Donc je sais pas quel est le souci. D'autant que là, moi, quand je regarde les stats, il y a eu 2 coureurs pour San Francisco sur ce match, McCaffrey et Mac Jones. Donc ça veut dire que personne d'autre n'a eu de portée. Moi, ça me pose question quand même, puisqu'on a déjà parlé de cette surutilisation de Christian McCaffrey du côté des 49ers. Bon, physiquement, ça a l'air de tenir, tant mieux. Mais imaginons qu'il y ait un souci. S'il faut faire rentrer son remplaçant à froid et sans qu'il ait eu de portée, parce que je sais pas combien il a eu de portée cette saison, mais ça doit vraiment pas faire lourd. Hein. Je pense que ça doit se compter sur les doigts des 2 mains. C'est quelque chose qui me pose vraiment question et qui m'inquiète un petit peu, puisqu'en plus, je pense que c'est un joueur qui aurait la capacité de faire un bon running back de changement de rythme. Alors, le seul truc, excuse-moi, Flap, hein, c'est surtout qu'il fait des returns, quoi. Il return. Donc, tu vois, il est utilisé en retourneur. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Tu trades, donc ça veut dire que tu le veux, et tu le fais pas jouer, quoi. Oui, ou alors à l'entraînement, ils ont vu quelque chose que nous on voit pas et qui pose souci. Donc, j'ai pas de réponse. J'ai que des questions là. Si les stats d'ESPN sont bonnes, il aurait fait 27 portées depuis le début de la saison. En 6 matchs, ça fait pas lourd. Hein. Mais moi, j'avais un peu plus. J'avais 29. Ouais, bon. Peut-être que la solution, c'est de le faire jouer uniquement le vendredi. Parce que Robinson, le vendredi, généralement, ça se passe bien. Alors, voilà. C'est un peu de littérature, ça fait toujours plaisir pour ceux qui n'auraient pas lu le livre. Je vous en renvoie à vos années de 5e, 4e, bref. Bon, après je suis d'accord, Seb, tu as raison. Hein, la surutilisation de McCaffrey et surtout le rendement, c'est vraiment pas terrible. Hein, ça, tout à l'heure, c'est pas ce que je voulais dire, attention, mais c'est juste qu'il y a eu des moments où on a senti qu'ils étaient dominants à la course, surtout en début de match. Mais en fait, ce problème-là, ils ont dû s'en affranchir de ce jeu de course et essayer de tout faire à la passe. Mais le problème, c'est qu'ils ont tout
fait à la passe. Parce qu'au début de match, les jeux sont à peu près équilibrés, c'est du 50-50 course-passe. Derrière, ils ne font quasiment plus que de la passe et c'est là où ça devient compliqué à défendre. Donc c'est là où je comprends pas. Et puis, un dernier petit point, je ne comprends absolument pas la décision de... je suis désolé, je connais toujours pas les noms du coach de Tampa Bay sur la conversion à 2 points. Une conversion à 1 point les met à plus 8 à ce moment-là. Je comprends pas pourquoi il essaye de convertir à 2 points pour aller à plus 9. C'est Todd Bowles, le coach de Tampa. Pour moi, inexplicable. Donc bon, voilà, en plus il la loupe cette conversion. Donc ils sont peut-être parce qu'il a des balls. Donc voilà. Bon allez, c'est trop pour ce match. Il faut passer à autre chose et rapidement. Et je vais m'empresser de le faire. Juste un petit mot pour préciser que donc les Buccaneers sont seuls en tête de la NFC actuellement. 5 victoires, 1 défaite. C'est la meilleure équipe. C'est le meilleur bilan de toute la NFC. Et même parmi ceux qui ont un match en moins, par exemple les Packers qui ont déjà utilisé leur semaine de repos, même avec une victoire en plus, ils seraient derrière les Buccaneers puisque les Packers ont un match nul depuis le début de la saison. Oui, mon Yaya. On avait fait un podcast en début de saison sur les équipes invaincues. On avait dit attention, les Buccaneers, le calendrier. Et on compterait après les Lions. Mais les Lions, c'est le week-end prochain. Ouais. Ils vont passer au révélateur. Il y a un très très gros match entre les Lions et Tampa Bay le week-end prochain. C'est à Détroit en plus. D'ailleurs, ils ont un petit enchaînement là. Donc, ils ont les Lions à l'extérieur, les Saints à l'extérieur. Ça devrait aller. Mais ensuite, ils ont les Patriots et les Bills. Donc, ça, c'est quand même... voilà. Là, il y a un calendrier. Et on peut même ajouter les Rams le 24 novembre aussi. Ça fait quand même un enchaînement qui est pas facile pour Tampa Bay. Mais bon, ils ont pris un peu d'avance sur la tête de la division, donc c'est déjà ça de prix. Et s'ils sont seuls en tête, c'est aussi parce que les Lions ont été battus par les Chiefs de Kansas City, 30-17. Alors juste en parler rapidement avec un Patrick Mahomes qui a une nouvelle fois été plutôt très bon, qui a su utiliser encore une fois ses jambes, qui a su aussi retrouver Xavier Worthy notamment pour aller marquer des points importants. Alors il y a eu comment dirons-nous, quelques petites choses qui sont ressorties de ce match, notamment la bagarre en fin de match entre Brian Branch et Juju Smith-Schuster. Il y a eu aussi un touchdown qui a été annulé. Alors je sais pas si vous l'avez vu pour Jared Goff. Il y a eu une illegal shift, donc un mouvement illégal de la part de Jared Goff qui en fait n'a pas marqué le temps d'arrêt d'1 seconde. Alors Mathieu va vous faire une magnifique vidéo là-dessus si elle n'est pas encore sortie, donc il va tout vous expliquer, vous irez voir son compte à Mathieu Van Ball, mais en gros, le quarterback doit marquer un temps d'arrêt d'1 seconde dans cette formation avant de lancer le jeu, sauf que là, il ne l'a pas fait, il a lancé le jeu trop rapidement, du coup le touchdown a été annulé, et ça crée un nouveau scandale en disant, mon Dieu, regardez, les Chiefs se sont favorisés. Non, c'est juste une application stricte de la règle, pour le coup, là, c'est la règle qui est comme ça, alors c'est pas tout le temps sifflé, je vous l'accorde, mais n'empêche que la règle est celle-ci. Pour tous les détails sur le shift illégal, encore une fois, allez voir la vidéo de Nathieu, il va vous faire un magnifique « Mais que s'est-il passé ?» Vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Je ne détaille pas plus pour lui laisser la primeur de cette information à notre cher Nathieu. Toujours est-il que les Lions ont été battus, les Chiefs qui ont réussi un match avec 0 pénalité, soit dit en passant. On avait parlé la semaine dernière des 13 pénalités qu'ils avaient pris, de tout ça. Là, 0 pénalité. Alors, il y a certains qui vont vous dire c'est parce qu'ils sont favorisés par les arbitres. Mais n'empêche que pas une seule pénalité dans le match pour les Chiefs de Kansas City. C'est surtout parce qu'ils se battent, mais une fois le coup de sifflet final... Alors, c'est surtout Brian Branch qui se bat. Hein. C'est Brian Branch qui a pris le coup de... Je veux pas faire la défense des Chiefs, mais c'est quand même pas eux qui ont commencé là sur cette affaire. Ouais, il faut arrêter de parler de ces pénalités tout le temps là, avec les Chiefs. Ça commence à... Au début, j'en rigolais, mais en fait, je vois que les gens prennent ça vraiment trop à cœur et ça m'insupporte de voir ça. Il faut pas oublier que sans arbitre, on pourrait pas jouer.
il faut respecter aussi ces gens-là. Et je sais pas, ça arrive. Oui, hier, il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées, mais dans toutes les équipes, dans tous les Et matchs. alors, Donc, il bon. y a aussi eu une image qui a fait le tour des réseaux Oui, bah sociaux oui, je sais très bien de quoi tu vas parler. avec la fameuse réception de Travis Kelce qui touche le sol. Il y a une réception qui est validée alors qu'elle touche visiblement largement le sol. Ah, je La pensais que réc- tu allais dire autre chose, tu vois. Non, la réception. Non, je vais parler de ça parce que j'ai vu l'image tourner 40 fois avec des commentaires de ah bah oui, bah forcément c'est les Chiefs donc les arbitres l'ont pas vu. Alors certes, les arbitres n'ont pas vu que le sol avait touché, que le ballon avait touché le sol. Mais là, il y a un système très simple qui s'appelle le challenge et c'est à Dan Campbell de challenger. C'est à lui Exactement. de challenger. Il a la possibilité, on n'est pas dans les 2 dernières minutes, il peut challenger. Il a toujours son challenge, il ne le fait pas. À partir de là, les Chiefs jouent rapidement parce qu'ils savent très bien que Travis Kelce, la passe était incomplète. Ils l'ont vu. Ils jouent rapidement, le jeu est snappé, terminé, il n'y a plus de possibilité de challenge. Mais là, c'est au coach des Lions de rapidement dégainer son challenge. Toutes les équipes font ça. Ils snappent rapidement dès qu'il y a un doute pour éviter qu'il y ait un challenge. C'est comme ça. Voilà. On va pas là-dessus. Ils jouent avec la règle. Tout le monde le fait. Donc, on va pas non plus passer 50 ans là-dessus. Tu croyais que j'allais dire quoi, Vince? Le bloc, enfin le holding très Ah oui, vu oui. de Kelce à un moment donné. Ouais, il y a un holding Oui, un incroyable. holding évident. Mais c'est vrai que celui-là, il est gros. C'est pour ça que j'en parle. Mais oui, celui-là, il est vraiment gros. Oui, un holding évident, mais voilà. Après, encore une fois, on va pas en revenir là-dessus, mais je pense pas que les arbitres soient. Tous Non. les arbitres font des erreurs et Non. malheureusement, ça arrive dans tous les matchs. Je pense qu'on peut Mais, trouver mais, des mais, holdings non sifflés dans mais tous on, les matchs. on regarde tout le temps les gros et c'est à raison. Là, en ce moment, Pas c'est qu'on focus regarde sur trop. les Eagles. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ainsi et c'est comme ça. Tiens, on va parler plutôt de choses réjouissantes. Et quand on va parler de choses réjouissantes, on va parler des, bah, allez, tous avec moi. Choses réjouissantes, on va parler Les Jets. des Panthers de Caroline. Les Carolina Panthers. Ah mais oui, Ah, mais oui. bien Bah oui, sûr. parce qu'on n'en a pas parlé encore de nos amis des chatons de la Caroline du Nord. Ils Les étaient, Steel Panthers. voilà, on les voyait dans les bas-fonds du classement, et voilà-t-il pas qu'on se méfie pas, et qui nous font un retour du diable Vauvert, nos amis des Panthers de Caroline. Ils reviennent tout doucement dans le Dans le jeu. game. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Victoire 30-0 contre les Falcons. Victoire 27-24 contre les Dolphins en ayant été mené assez nettement, c'était la semaine dernière. Et hier, une victoire 30-27 face aux Cowboys avec notamment, mon cher Seb, un Rico Dowdle que l'on n'arrête plus. Ah, il l'avait annoncé, Rico Ah, lui, il Dowdle, l'avait dit. la veille. Il l'avait dit, il avait annoncé à ses ex-coéquipiers des Cowboys, fasten your chin straps, voilà, accrochez vos casques, ça va déménager. Et il a tenu parole. 30 courses, 183 yards, il rajoute 56 yards à la réception. C'est simple, il est le meilleur coureur et le meilleur receveur de son club sur ce match. 473 yards pour lui sur ses 2 dernières rencontres. Donc, il a été je crois qu'il n'a pas un seul jeu en négatif. Il n'a pas accusé une seule perte de terrain sur ses C'est portées l'inverse d'âne. de Justin Fields. C'est l'anti. Voilà, c'est l'anti-Justin Fields. Et voilà, ça a été des courses, 4 yards d'un côté, 7 yards de l'autre, 12 yards par là. Et il a été l'arme offensive principale des Panthers ce dimanche. Alors, il était quand même pas seul. Il faut quand même noter Bryce Young qui fait une belle performance avec un 17 sur 25, 199 yards, 3 touchdowns et une interception. Alors, qui est pas tout à fait de son fait, hein, parce que son receveur, Tetaiora Macmillan, touche la balle lui échappe et elle est récupérée derrière par un défenseur. Dave Canales a eu raison de ne pas laisser tomber le projet Bryce Young et de lui faire confiance. Il a réussi toutes ses passes de plus de 20 yards pour la première fois cette saison, et ces passes de plus de 20 yards, ça a été ses 2 passes de touchdown sur cette rencontre. Et ce qu'il y a aussi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est en fin de match, ils réussissent quand même à bouffer 6 minutes de chrono sur leur dernier drive
pour le field goal de la victoire et empêcher finalement Dallas d'avoir une dernière possession. C'était de la belle ouvrage. Beau travail aussi en défense, en particulier les defensive tackles qui ont contrôlé la ligne. Ils ont limité Dallas à 31 yards au sol. Je crois que la course la plus longue pour les Cowboys, c'est 6 yards. Moi, j'étais assez heureux de voir enfin que quelque chose commençait à cliquer du côté des Panthers. Alors, c'est encore fragile, on sent que c'est un work in progress, mais les bases commencent à se faire à apparaître. Il va quand même y avoir une sacrée tempête sous un crâne quand Chuba Hubbard va revenir pour savoir comment on répartit le ballon entre Chuba Hubbard et Rico Dowdle, parce que s'il continue comme ça, le garçon, alors il faut aussi rappeler toute l'histoire de tu rappelais sa conférence de presse où il avait prévenu les joueurs des Cowboys qu'il fallait qu'ils soient prêts parce qu'il allait être en feu. Il faut rappeler que je crois que c'est le lendemain, Jerry Jones, dans sa plus grande intelligence, était sur une radio de Dallas et a dit, vous savez, en gros, il a pris ça sur un ton moqueur en disant, vous savez, c'est pas le genre de joueur dont on va se méfier, quoi. Bon bah, voilà. Comme Mais la il a vérité le du nez terrain, fin quand même, Jerry Jones. Il a vraiment le nez fin. Il faut dire ce qui est. C'est un fin connaissant. le mec il prévient parce qu'il dit moi le fait qu'on me refuse mon salaire, qu'on veuille pas me prolonger mon contrat, je l'ai pris très personnellement, c'est une attaque pour moi qui m'a été fait contre eux, parce qu'il a quand même fait plus de milliards l'an dernier avec les Cowboys. Il n'avait pas fait une mauvaise saison à Il a pas fait Dallas. une mauvaise saison. Il est viré et enfin on le met de côté. Il dit voilà et on sait que généralement quand tu joues contre ton ancienne équipe, on a vu Stefon Diggs contre les Bills, on a vu c'est le genre de choses qui va motiver. Et eux et Jerry Jones il dit ouais, bon on s'en méfie pas voilà bon, bah, je crois que Rico Dowdle a eu sa revanche. C'est comme ça au moins c'est réglé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Yaya, de ces Panthers? Ça t'inspire? Ou tu te dis, bon, finalement, ils prennent les victoires là où ils doivent les prendre, et puis c'est tout, quoi. Oui, dans la construction, c'est vraiment une équipe qui reconstruit depuis 3 ans. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'ils font, dans le sens où c'est vraiment pièce par pièce. Ils ont installé Bryce Young, et ils savent maintenant que c'est leur quarterback pour plusieurs années. Donc maintenant, ils font en sorte de progresser par rapport à ça. Et effectivement, maintenant, ils gagnent les victoires qu'ils doivent gagner et qui sont à leur portée. Et effectivement, comme l'a dit Seb, ils font en sorte que tout clique petit à petit. Donc pour moi, c'est chouette. Et Après, j'ai une question sur toi, sur autre chose, mon Yaya, mais je veux déjà entendre ce que Vince a à dire sur ces magnifiques chatons. Mais il faut se méfier d'eux, hein, je pense, à l'avenir. Bah, on parlait souvent de reconstruction et de prendre le temps pour la reconstruction. Alors là, on peut pas dire qu'ils l'ont pas pris le temps, mais en tout cas, ça commence à porter ses fruits et c'est plutôt intéressant. Ils étaient clairement passés sous le radar, personne les voyait, personne n'imaginait qu'on pouvait les voir à 3-3 à l'issue des 6 premiers matchs, mais plus que le résultat de 3-3, moi je trouve que c'est l'attitude sur le terrain qui est vraiment bonne. On voit des gens qui ont envie de prouver, des joueurs qui ont tous envie de prouver, qui ont tous envie de montrer qu'ils ont leur place en NFL, qu'ils ont envie de jouer, de se faire plaisir. Et on voit un vrai groupe avec un coach qui communique vraiment avec ses joueurs. On le sent au travers de toutes les interviews d'ailleurs qu'on peut entendre. Hein. C'est un peu l'émulation là en ce moment. Alors forcément, hein, on les attendait pas du tout, on les voit là, ils en profitent, mais c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, plus que la victoire contre Dallas cette semaine, la victoire contre les Dolphins la semaine dernière, elle est fédératrice complètement pour ce groupe-là, vu comment ils remontent, vu comment ils ne lâchent rien. Il faut qu'ils se servent de ça pour y arriver. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les Cowboys, certes, ont perdu Micah Parsons, mais ont toujours du pouvoir sur la ligne défensive. Et pour autant, il y a un seul sac de subi, seulement, je crois, 5 QB hits. Non, 5 QB hits. C'est pas non plus énorme. Donc, ça veut dire que la ligne, elle est quand même assez bonne, la ligne offensive des Panthers. Et il faut vraiment qu'ils se tablent là-dessus pour construire. Je suis très satisfait et très content de voir ces chatons griffés à nouveau.
Une question, mon Yaya, sur les Cowboys. Est-ce que c'est dans ta division? C'est pour ça que je te Oui. la pose. Est-ce que c'est quand même inquiétant parce qu'on a quand même une défense des Cowboys qui a la ramasse complet depuis le début de la saison, notamment à la passe, mais là ils ont pris l'eau aussi à la course. C'est vraiment défensivement encore un match avec au moins 30 points encaissés, ça commence à faire beaucoup. Oui. C'est un peu le problème. C'est une équipe qui a beaucoup misé sur son attaque, a mis beaucoup d'argent sur son attaque avec Dak Prescott, Sidi Pickens fait Bagno. un gros match d'ailleurs, il a Ouais, fait quelques Pickens. moves assez sympathiques. Ouais, d'ailleurs Prescott, 261 yards, 3 touchdowns, 0 interception. Ah oui, Prescott est propre depuis le début de la saison. Zéro sac. Il se fait saquer 0 fois. Oui. Et en NFL, aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ils ont gagné que 2 matchs contre les 2 franchises de New York, donc les Jets et les Giants. Et les Giants, sur une faute de coaching et un exploit de Aubry, le kicker, mais c'est très insuffisant. Là, depuis le début de saison, je suis d'accord avec toi sur la défense, c'est seulement 11 sacs depuis le début de saison et seulement 2 interceptions en 6 matchs. C'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. Et Trevon Diggs, qui avait été, lors de sa saison rookie, mis en avant, ne s'est jamais remis de sa blessure de l'an passé. Et il se fait trouver de tous les côtés, quoi. Daron Blend, c'est pareil, il est pas au même niveau qu'on a pu le voir aussi. Donc, Ouais, mais ça vient aussi du manque de pression sur la ligne. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, c'est tout un ensemble. C'est Donc, ce qu'on dit tout le temps, semaine après semaine, mais quand tu as un jeu qui est monocentré, parce que là, on peut pas dire que le jeu de course, qu'est-ce que tu veux faire avec un jeu De de toute course façon, on le savait, mais enfin, les mecs, 19 ils se séparent de 19 Dodel, portées, je sais pas 31 qui, yards. Bah oui, mais enfin, moi, il y a un truc que je comprends pas dans la construction de l'équipe. Ils savent que le jeu de course, depuis qu'Ezekiel Elliott, et là je parle d'Ezekiel Elliott à sa grande période, je parle pas de quand il est revenu l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. oui, mais c'est 2016, avec l'arrivée de Prescott à partir de 2016, Voilà, 2016-2020. il y a eu une grande période avec Ezekiel Elliott. Depuis le jeu de course, bon, c'est un peu clopin-clopant du côté des Cowboys. Ils ont un mec qui court plus de milliards avec Rico Dowdle. On sait qu'il est capable de faire des bonnes choses. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le coupes. Tu dis, bah non, merci, tu peux aller voir ailleurs. Bah, il est allé voir ailleurs. Il est Ouais, mais remis quand ailleurs. tu payes si cher ton quarterback et un receveur numéro 1, bah, t'as plus de thunes pour autre chose. Et ça, on est bien d'accord. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une gestion c'est une franchise qui aujourd'hui est mal gérée. Et à partir de là, bah, on en revient toujours au même problème parce que si Dak Prescott se blesse, tu vois, là déjà pour l'instant, que ce soit Dak Prescott ou George Pickens, on peut pas leur reprocher grand chose. Mais j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans le problème des Bengals de l'an dernier, c'est-à-dire que la défense est tellement à la ramasse du côté de Dallas qu'ils sont obligés de mettre 35 points ou 40 points pour gagner un match. Ah, forcément, tu peux pas le faire toutes les semaines, Ça, c'est assez certain, Donc, forcément, bah, ça pose des problèmes. La défense est tellement mauvaise à Dallas qu'ils ont permis à Russell Wilson de dépasser les 400 yards. Oui, Et là, Bryce Young, hier, il est à combien? Les Panthers, ils sont à combien de total yards offensifs hier? Bah, ils sont à 400, voilà. 415, puisque Ouais, Bryce Young est à 199 à la passe, et il y a 216 à la course. Ouais. Donc, 415. plus de 400 yards contre les Panthers. Enfin, j'ai rien contre Carolina, mais enfin quand même. Je veux dire, c'est pas, ils sont pas connus sur le papier pour être l'équipe la plus redoutable offensivement. C'est pas eux que tu penses quand tu parles d'un rouleau compresseur offensif. Pas tout à fait. C'est pas eux qui en regardent de la définition généralement, tu vois. Donc bon. Et je dirais, Dallas même, heureusement pour eux qu'il y a cette attaque qui surperforme, parce que le bilan pourrait être bien pire. Heureusement pour eux qu'il y a un Dak Prescott qui s'arrache, parce que lui, à chaque match, il rend vraiment, là, depuis 6 semaines, une feuille de stats impeccable. Prescott, ça serait même une perf pas loin de la course au MVP s'il n'y avait pas ce bilan. Mais l'illustration, pour moi, c'est ce match nul 40-40 contre Tampa, qui est hyper frustrant. Je veux dire, faire un match nul quand tu marques 40 points,
c'est une forme d'exploit quand même. Et, Il faut le faire. et attends, parce que dans le calendrier des Cowboys, donc il y a leurs adversaires de division, mais ils vont notamment jouer les Broncos, ils vont jouer les Eagles, ils vont jouer les Chiefs, ils vont jouer les Lions. Et là, je vous parle d'un enchaînement de 3 semaines. Hein. Eagles, Chiefs, Lions, ça se suit. Hein. Avec Vikings en 4e en dessert. Hein. Ça va être, ça peut piquer. Hein. Si tu as cette défense-là contre les Lions, ça peut virer au cauchemar, hein, cette Et affaire. puis, il y a aussi une chose, c'est que c'est l'America's Team. Donc, quand tu vas jouer Dallas, tu es surmotivé parce que tu sais que tout le monde va regarder, que donc tu vas vouloir les écraser. Ils ont toujours cet inconvénient d'être Dallas, quoi, tu vois. Tu veux un truc que tout le monde va regarder? Tu veux savoir l'affiche de Thanksgiving? C'est Dallas, Kansas City. 22h30. Eh ben, on va le commenter, celui-là. Ah bah ouais, on va se le commenter, celui-là. Wow. Avec Patoche qui va être avec ses boules de bain. Ça, voilà. Si je dis pas de bêtises, Thanksgiving, ça doit être le 27 novembre. Donc, ça doit être ce match-là, je pense. Pour revenir sur Dak Prescott une dernière fois, là, il faut savoir que Dallas et Dak Prescott mènent la ligue en termes de passes tentées et en termes de complétion cette année. C'est celui qui fait le quarterback qui a complété le plus de passes. Et on voit un Dallas dans cette position-là. Il y a quelque chose qui cloche. C'est un univers incroyable. Mais tu sais quoi, il y a des gens qui, avec un seau, essayent de vider la mer. Hein, Et il y en a avec un saut qui essaie de... Bref, non, j'allais dire autre chose, c'est pas grave. Les Eagles... non, pas les Eagles de Philadelphie, les Seahawks de Seattle, on va parler. Je croyais que c'était le saucisse. C'est les oiseaux aussi, c'est pareil. Le saucisse ou le saucette. Les Seattle Seahawks, parce qu'on parlait d'équipes qui étaient un peu sous les radars et qu'on voyait pas venir, les Seahawks, c'est pas mal non plus, hein, niveau radar. Une victoire hier contre les Jacksonville Jaguars, 20-12. Alors, sur le score, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus impressionnant, mais on a eu encore, Vince, un énorme Jackson Smith and Jigba, et on a une équipe des Seahawks qui a l'impression d'avancer avec ses forces, sans faire de bruit, mais qui devient un sérieux prétendant pour faire une très belle saison. Alors, tu as dit, hein, alors je vais pas le reciter, je vais dire JSN. JSN, excusez-moi, là celui-là je prends même pas le temps de me poser pour le prononcer. T'as raison, Vince, il faut choisir ses combats dans la vie. Je suis à ma limite, je ne peux plus aller plus loin. Et puis il doit encore nous parler de Quinshon Judkins, donc bon, on va pas non plus trop forcer. Alors, les stats, au niveau stats, c'est pas mal. Quels sont les stats de Quinshon d'ailleurs? Ça va. Regardez ce que je subis tout le temps. Et encore, vous voyez pas tout ce que je subis en off. Hein. Vous pouvez envoyer vos soutiens. Alors, juste une chose, Kleenex sponsorise ce message. Tu feras gaffe, Vince, t'as fait tomber ta coquille juste derrière toi. C'est vraiment trop injuste. Tu la replaceras sur ta tête. Non, mais JSN, donc, qui arrive à faire 8 réceptions, 162 yards, 20 yards de moyenne à la réception, c'est vraiment pas mauvais, un touchdown. Mais par contre, le petit bémol, c'est juste les 13 passes, 13 tentées. Donc, il est à peu près à 60% de complétion. C'est pas non plus exceptionnel. Après, les passes envoyées par Sam Darnold pour JSN, c'est vraiment pas évident. On a vu des catchs vraiment impressionnants de la part de ce joueur, qui est vraiment d'un athlétique vraiment impressionnant. J'ai trouvé ça. Il est solide. Et puis j'aimerais bien. J'ai pas réussi à trouver la passe de yard après catch, mais je pense qu'il en a vraiment un paquet parce que vraiment il arrive à bouger ses jambes tout le temps et à trouver des espaces. Sur le match d'hier, tu veux? Ouais, sur le match d'hier, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en tout cas, son match et surtout l'avancée. Après, bon, Sam Darnold qui fait un bon match de manière générale et ces Seahawks qui sont à 4-2 contre des Jaguars qui eux aussi sont à 4-2 et qui avaient pour ambition d'obtenir cette 5e victoire hier. C'était un bon match, assez animé. Alors,
certes, pas énormément de points, mais un gros match, j'ai trouvé, très technique, très tactique. Donc vraiment intéressant si vous avez un peu de temps à regarder. Moi, je vous conseille de regarder le 40 minutes. Il est vraiment intéressant tactiquement. Côté Seahawks, le jeu de course, on arrive à trouver assez de changements entre Kenneth Walker et Zach Chardonnay. Donc ça, c'est intéressant de voir ce couteau à deux lames. En fait, j'invente des expressions. Cette hydre à deux têtes. Mais c'est assez intéressant. Par contre, malgré ce changement de coureur, on arrive toujours à un jeu de course assez faible, puisqu'en 26 tentatives, ils n'en sont que 60 yards, donc 2,3 yards de moyenne. C'est pas non plus exceptionnel. C'est vraiment le jeu de course qui le jeu de passe qui leur permet d'avancer, et cette défense de fer, puisque sur les derniers matchs, ils ont quand même sur les 6 premiers matchs, ils n'encaissent 20 points ou moins 5 fois. Il n'y a qu'une seule fois où ils sont passés au travers, c'est contre les Bucks, où ils en ont pris 38, et où ils ont perdu. Bon, Seb, toi, t'y crois? C'est Seahawks, c'est dans ta division? Il faut avoir. Ils sont 4-2, ils sont en embuscade. Mais ils sont même en tête, non, maintenant? Ils sont même en tête maintenant. Ils sont à égalité avec je vais pas regarder leur bilan dans leur conférence. Je sais pas trop où ils sont. Non, mais les Niners sont pas allés gagner à Seattle? Les Niners, moi il me semble que les Niners ont gagné à Seattle, ouais. Au premier match, oui, c'est ça. Oui. Il me semble que donc les Niners sont devant. On sont en avance en nombre de victoires en conférence, mais je n'ai pas les classements sous les yeux. Il y a 3 équipes à 4-2. Oui, 3 équipes à 4-2 de toute façon dans cette division. Et les Niners sont 3-0 en division. Merci de confirmer, Yaya, c'est ce qui me semblait. Moi, c'est vraiment leur défense que j'ai trouvé très intéressante sur ce match. Beaucoup de blitz, alors que c'était pas trop une habitude jusque-là, mais ça a payé. 7 sacs et Trevor Lawrence mis sous pression lors de 25 de ses 47 tentatives de passe. Ça fait du 53% de mise sous pression, et surtout Jacksonville qui va afficher un tout petit 4 sur 16 en conversion de 3e down. Ça, c'est la preuve d'une défense qui joue en confiance. Idem contre la course, seulement 59 yards cumulés pour Jacksonville, des deux côtés, de toute façon, le jeu au sol, c'était franchement pas fifou. Plus longue course à 8 yards. Attention quand même, dans leur backfield, ils ont des blessés. Devon Witherspoon n'a joué que 2 matchs. Rick Woolen était absent pour un problème de commotion sur cette rencontre. Et Josh Joby au poste de corner, on a vu qu'il était assez inconstant. Et d'ailleurs, il se prend un touchdown bien sur la tête qui est pour lui. En attaque, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Vince, entre la performance de Jackson Smith-Njigba, qui d'ailleurs est le leader en nombre de yards de la ligue pour les receveurs actuellement, et la très bonne perf de Sam Darnold qui reste sur ses bases qu'il a retrouvé à Minnesota. Lui, son passage au froid lui aura vraiment fait du bien. C'est de la cryothérapie, en fait. Voilà, c'est de la cryothérapie, ça marche. Quoi qu'on en dise, ça marche. Ils n'ont pas perdu de ballon, alors que pourtant provoquer des turnovers, c'est un des points forts de Jacksonville. Donc bravo. Et surtout, quelque chose d'étonnant, c'est que Seattle, depuis le début du mandat de Mike McDonald en tant que head coach, est 10-1 à l'extérieur, mais seulement 4-8 à Lumen Field. Et ça, c'est quand même le monde à l'envers, sachant qu'à une époque, prendre Seattle à domicile, c'était très, très, très compliqué. Bon, Yaya, un avis sur Seattle, mais surtout, toi, je sais que tu adores Jacksonville. Je te fais parler de Jacksonville toutes les semaines. Oui. Ils ont montré leurs limites cette semaine? Je pense que c'est une équipe qui va beaucoup dépendre de l'adversaire. Est-ce que ça leur convient ou pas? Ils sont incapables de s'adapter à un adversaire. Ou plus exactement, ils sont incapables d'imposer leur style à certains adversaires. Et face à une défense qui aussi féroce, comme on l'a vu, qui a mis sous l'été noir Trevor Lawrence, c'est encore un petit peu trop fragile, j'ai envie de te dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette équipe.
qui a laissé passer une bonne occasion de rester en tête de sa division. Je reste persuadé que ça risque d'être un peu l'edge, mais s'ils continuent et surtout s'ils arrivent à reprendre confiance en eux, à y aller et aller beaucoup plus haut. Bon, le jeu de course, c'est toujours très compliqué. Travis Etienne n'est pas le Ouais, il fera un running bon début back. de saison quand même, Ouais, Travis. mais c'est pas celui qui va rouler sur toute la ligue. Ça va Ah être. non, on lui demande de courir. Ouais, voilà. Mais oui, mais on lui demande de courir sur tout le monde, en fait, de Et faire oui, mal, et c'est pas pour le rouler, cas. ça sert à rien. Et après, Il sera down by contact, ça pas servir. exactement. Et après, bon, Trevor Lawrence fait quand même une plutôt bonne saison aussi. Bon, c'est toujours la complétion, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà. Je pense que malgré tout, du côté de Jacksonville, il y a des bases, et si ça veut bien rester ensemble et travailler ensemble, ça peut être une bonne surprise de l'année. Peut-être aller choper la 7e place au S'il n'y grand a pas max. d'ouragan. Il y aura plus d'ouragan. Là, c'est fini la saison des ouragans. Ah, parce que ça, elle avait commencé. Normalement, il aurait dû y en avoir, oui. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Ok, bon, on attendra l'an prochain maintenant, mon Seb. Merci Evelyne Delia. Il y a, C'est là que dans 2 semaines, il y a un ouragan. on sera aussi bon en météo qu'en prono NFL, dites donc les gars, on sera fidèles à notre réputation. J'avais dit attention à Jacksonville dans les previews. Rappelle-toi ce magnifique podcast de prédiction NFL, Seb. Ah ouais, magnifique. d'1h50. On reviendra dessus de toute façon en fin de saison, celui-là, je le sens, je sais pas pourquoi. Il y a 2 soucis à Jacksonville, enfin moi j'en vois 2, un qui est général et un autre sur cette rencontre. Un souci général, c'est qu'il y a un vrai paradoxe en leur pass rush. Jacksonville est 5e de la ligue au nombre de pressions réalisées sur les quarterbacks, mais seulement 27e en nombre de sacs. Ils ne parviennent pas à finir leur pression défensive sur le passeur. La preuve, un seul sac dimanche. C'est quand même paradoxal. Et puis sur ce match, il y a eu un problème. Ça a été les pénalités. 10 pénalités pour 76 yards, dont une qui va annuler un touchdown de Brian Thomas Jr. parce que Travis Hunter est positionné offside au départ de la balle. Oui. Et ça, Ouais. mais c'est pas tolérable à ce niveau-là. Et t'en as d'autres qui vont les mettre dans des situations de gain long dont ils vont pas pouvoir se sortir. Donc, ils sont vraiment un tirés très beau une balle dans le touchdown, pied longue distance. là-dessus. Ça aurait peut-être été compliqué de battre. Oui, longue touche et tout. Moi, je me suis de mon canapé quand tu la pénalité derrière et surtout celle-là. Tu te dis ah ouais quand même. Le problème c'est ça. Ça aurait été peut-être trop juste quand même pour aller chercher Seattle. Qui sait. Et d'autant, je pense aussi que Jacksonville, enfin en ce qui me concerne, j'avais une grosse attente envers eux après la victoire contre Philadelphie la semaine dernière. Donc alors je vais pas dire que c'est la douche froide, ça sera un peu fort. Mon enthousiasme est un petit peu tempéré, mais effectivement, comme l'a dit Yaya, il y a des pièces qui sont en place, qui progressent, mais je trouve que Liam Cohen, pour une année 1, ce qu'il réussit avec ce qu'il a, et bon, il a quand même le first pick de la dernière draft, c'est pas mal du tout, et il y a de quoi espérer pour l'avenir. Alors juste une petite correction parce que Seb a dit que la victoire contre Philadelphie c'était contre Kansas City, mais peu importe, ça reste une. Pardon. Et c'était pas le first pick, c'était le second pick. Deuxième pick, en effet, et c'était contre Kansas City. Je vois pas pourquoi j'ai dit Philadelphie alors que j'ai parce que rien. Philadelphie a perdu la semaine dernière aussi. C'est pour ça. Voilà, sans doute. De toute façon, et cette semaine aussi, ils ont perdu d'ailleurs. Et cette semaine aussi. Juste avant que Vince rajoute quelque chose, tu m'avais demandé la stat de yard after catch de Jackson Smith and Jigba. Et comme moi, je sais chercher, c'est 35 yards sur le match d'hier. Ouais, sur 8 réceptions, c'est pas mal. Hein. 35 yards, ce qui fait 4,4 yards par réception après contact. Wow, voilà. Ça veut dire qu'il ne les subit pas. Ça veut dire qu'il avance et c'est bien. Juste pour revenir sur Jacksonville, oui, c'est très bien ce qu'ils font. Et on avait dit en début de saison que Trevor Lawrence aurait une pression incroyable cette année parce que
on avait dit beaucoup, est-ce que c'est vraiment un QB NFL? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que c'est lui qui va y arriver? Est-ce que c'est un franchise? La franchise avait dit oui, c'est lui, on compte sur lui. Il est en train quand même de faire une très bonne saison, de prouver un peu. J'espère pour lui que ça va continuer parce qu'il a l'air charmant au demeurant, mais non, c'est Il a l'air gentil, c'est comme Kirk Cousins. non, mais je sais pas, je l'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'il Avec fait. ses cheveux longs. Et donc oui, non, c'est bien. Il avait beaucoup de pression et pour le moment il répond et c'est plutôt pas mal. Côté Seattle, attention à Cooper Kupp qui s'est un peu blessé hier aussi. Oui. Les amis, on passe aux habituels coups de cœur, coups de griffe de cette semaine 6. Et après, j'ai une question. Alors, j'ai une question de Cory qu'il avait posée la semaine dernière et qu'il faut que Salut Cory. il faut qu'on en parle parce que la dernière fois, je l'ai posé en off et donc Seb s'est énervé tout seul. Et du coup, non, tout de suite. on va refaire un Seb qui s'énerve, mais cette fois dans l'émission. Avant ça, mon Seb, tiens justement, ton coup de cœur ou ton coup de griffe de la semaine? Alors ouais, mon coup de cœur, il est pour Drake May, le quarterback des Patriots, 18 sur 26, 261 yards, 3 touchdowns. Il avait déjà battu Buffalo la semaine passée. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il ne serait pas le meilleur quarterback de la promotion de la draft 2024? Oui, devant Jaden Daniels. Et ne serait-il pas un top 5 quarterback de NFL? Et ça, notre cher Wake va vous répondre par une vidéo à ce... Une chose est sûre, les Patriots ont trouvé leur franchise quarterback. Ça, c'est bien. Tu vas un peu vite. Oh, moi, je suis assez d'accord avec... on va demander confirmation quand même. Ça semble pas mauvais. Tu vas demander confirmation à qui? Mais on va attendre confirmation sur le temps. Demande à Wake. Tu vas voir. Il faut du temps. Les Patriots ont trouvé leur quarterback. C'est très bien. La construction est bonne. De toute façon, on l'a dit, les Pats, la construction a été vraiment très très bien pensée. La off-season était vraiment très belle. Ne le grillons pas tout de suite, laissons-lui le temps. Moi, je trouve que le développement est très très bon et qu'il continue à progresser. Il nous montre de très bonnes choses de semaine après semaine et c'est très bien pour la franchise et pour la NFL. Mon Yaya, ton coup de cœur, ton coup de griffe? Moi, j'ai un grand coup de cœur. Pour Cam Scatterbo. Eh oui, 3 touchdowns, 99 yards, voilà. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Il a roulé sur les Eagles. Dans un style très, comment dirons-nous, très personnel. Oui, percutant. C'est percutant, c'est le mot. Ah, j'aurais dit tout en finesse. Oui, c'est de la poésie. Non, mais voilà, il apporte une énergie à ce roster. Avec Jackson Dart, tous les deux, ils forment un duo. On dirait un petit peu Dumber, mais ça donne un peu, tu vois, ça donne un peu de vie et voilà, c'est plutôt fun à regarder. Voilà, et puis voir un running back qui punit comme ça les backers qui viennent plaquer, ça fait du bien. Voilà, un running back qui casse des mâchoires et qui connaît le goût des crayons de couleur, c'est tout ce qu'on aime dans la NFL. Et là, il match les deux critères, lui. Et puis franchement, ce duo-là, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou quand on les voit en interview après match et tout. Ils se régalent, ils s'amusent, tant mieux. Ça fait du bien à la NFL. Ouais, voilà, c'est deux gamins qui s'amusent et c'est cool. On sait que Vince va nous parler du numéro 10 des Browns, mais vas-y, on t'écoute, mon Vince, pour ton coup de cœur ou ton coup de griffe. Je n'ai pas son nom. Non, ça va être un petit coup de griffe parce que j'entends beaucoup les gens râler sur la qualité du match de dimanche après-midi à Londres. Oui, le match était horrible. Il y a de quoi faire. Il faut le savoir. Maintenant, il va falloir aussi réfléchir à ce qu'on demande à ces joueurs-là. On leur demande de se déplacer, donc de changer de continent, de venir avec 6 heures de décalage, de jouer un match, de repartir juste après, alors avant ils avaient forcément une semaine de repos juste après. Maintenant c'est même plus le cas. Donc oui, on leur demande beaucoup, ça fait beaucoup, et en fait il faut regarder les derniers matchs qui se sont passés en Europe. Mais quel est le dernier bon match qu'on a vu en Europe? Vraiment bon match, j'entends. Vikings Saints, avec le coup de pied de Will Lutz sur la barre à la dernière seconde. Oh non,
Ouais. Non, mais je veux dire, bordel. dans tous les matchs NFL Europe, il y a quand même eu beaucoup plus de purges que de très bons matchs, c'est évident. En même temps, ils emmènent les Broncos. Mais non, mais oui. Alors en plus, oui, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait les Anglais aux Américains, mais là, ils méritaient pas ça. Bon, c'est un petit coup de griffe parce qu'en fait, juste dire, ne pas oublier que la NFL, ça reste du commercial, beaucoup de Eh ben, commercial. justement, C'est une marque qui se développe en Europe et ils ont envoyé ça pour faire une marque, pour faire de la pub, pour faire de la promo. C'est un match qu'ils voulaient pas aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, c'est comme ça. J'en viens à la question de Clory, justement, qui demandait est-ce que les matchs NFL en Europe sont juste des manœuvres commerciales, sont purement commerciales. Donc, Bien sûr Vince que a oui. répondu. Oui. Seb va nous dire Bien- bien sûr. Vas-y, énerve-toi. Mais bien sûr que oui, mais comme tout ce que fait la NFL vers l'Europe, eux, ils s'en tamponnent que le foot se développe en Europe, en France, etc. Ils font pas du foot, ils font du business. S'ils localisent des équipes par territoire, comme par exemple les Saints pour la France, c'est pas parce qu'ils se disent que oh vive le France, c'est formidable. Non, Nouvelle-Orléans, bah, c'est vaguement français. Allez, on va leur filer ça, hein, et puis ça ira bien. Non, ce ne sont que des opérations de marketing, c'est pas autre chose. Ceux qui s'imaginent une seconde que c'est du sport, mais enfin moi je les envie. Je voudrais encore être naïf comme eux, mais j'ai passé j'ai passé ce cap. Limite, ce serait plus honnête de faire des matchs de pré-saison. Ce qu'ils faisaient d'ailleurs hein, à une Ouais, mais époque, ils a- dans les années 90. Ouais, mais mais- on n'est pas prêt en Europe à les accueillir. On n'en veut pas, on veut des matchs de saison. Donc, Mais oui, non, mais c'est ce qu'ils faisaient auparavant, Vince, dans les années 90. Oui, La je NFL sais. faisait des matchs de pression. Ils en ont fait jusqu'au Japon. Au Japon, même. en Australie même. Sauf À que, Wembley. comme t'as quand même dans le lot quelques vrais fans de foot, moi, tu me fais pas déplacer pour un match de pré-saison. Je veux dire, si les 49ers viennent jouer un match de pré-saison, moi, je veux pas voir Brock Purdy pendant une possession, tu vois. Non. Bah oui, mais quand tu vas voir un Non. match de saison régulière, tu vois pas Brock Purdy du tout, toi. Bah oui, puisqu'il est blessé. Du coup, donc, mais tu vois, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est que des opérations marketing. Et on pourrait croire à un peu de sincérité si on avait des affiches de qualité. Après, tu peux jamais prédire non plus la qualité d'un match par avance. Mais honnêtement, si on t'offre un Jets Jaguars il y a 3 ans, ou un Carolina Giants ou que sais-je, tu te dis que ça va être compliqué, quoi. Bah, mais c'était Panthers Giants l'année L'année dernière, c'est ça dernière, oui, en Allemagne. En Euh, Allemagne. Munich. Oui, ils avaient Et qu'à on pas sait envoyer à très la bien ce Pologne, qu'ont fait hein. les Allemands pour mériter ça. On le sait. Après, il y a un potentiel. Je veux dire, la semaine prochaine, et d'ailleurs, je salue Flo qui sera à Londres. Il y a un match entre les Rams et les Jags qui est pas vilain sur le papier, qui est pas, c'est pas moche. Là, Tout début de saison, il y a un potentiel. Quand tu prends le là match de maintenant, qui est pas Madrid, vilain. tu prends La le match de saison Madrid. dernière, Oui. Tu prends le match de Madrid J'attends de entre voir. Washington et Madrid Miami. et Miami, ça reste sur le papier, il y a un potentiel avec des points, avec des équipes qui peuvent être assez explosives, etc. Vince, tu disais? Non, mais j'attends de voir, ok, j'entends hein, le match prochain, pourquoi pas, mais j'attends de voir la qualité du jeu. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que même si tu mets 2 bonnes équipes, avec le jet lag, avec tout, même la préparation des joueurs, il faut pas oublier que les gars, ils ont encore combien de matchs à jouer là? Ils ont 10 matchs à jouer en saison régulière. Ils vont pas aller se péter là, non, mais avec la fatigue, la gestion de la fatigue, faut arrêter. Moi, je trouve que on leur en demande beaucoup. J'avais dit à un moment donné dans un podcast que vous verrez à un moment donné la saison pour que tout le monde joue 8 matchs à la maison, 8 matchs à l'extérieur. Le dernier match, il sera en Europe pour chaque équipe. Et ben c'est Roger Goodell qui en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, qui a dit qu'il voulait 16 matchs, un par équipe à l'extérieur. Ouais. Voilà. Moi, j'ai un petit coup de... Je sais même pas si c'est un coup de cœur ou un coup de griffe. Alors, mon coup de cœur, ce serait pour mes Saints, parce que je trouve qu'ils se battent avec les armes qu'ils ont, mais... et Juwan Johnson qui fait n'importe quoi, mais ça, c'est un autre débat. Non, par contre, je sais pas si vous avez vu cette scène des Ravens qui tentent un double touche-push à 1 yard de la ligne contre les Rams, et qui se foirent les 2 fois. Et ça aurait même pu être pire, parce que sur le deuxième touche-push, les arbitres arrêtent le jeu.
Alors Il y a un que le fumble. ballon est sorti, il y avait fumble et Jared Verse était reparti dans l'autre sens. Alors déjà louper un touche-push c'est pas mal, mais fumble sur le touche-push remonté pour touchdown, ça aurait été absolument fantastique de la part des Ravens. Pauvres Ravens hein, qui ont perdu 17-3 encore hier devant leur public. Ils ont marqué 13 points sur les 2 derniers matchs devant leur public, les 2 matchs. C'est très très compliqué. Une victoire, 5 défaites pour les Ravens et la bye week va faire le plus grand bien à Baltimore. Ouais. Elle arrive au bon moment, celle-là. Baltimore, là, il y a rien qui fonctionne. On voit Coach Charbot qui s'enfonce dans la dépression. Bah, t'as vu la tête de Lamar Jackson Ouais, la tête de Lamar Jackson et la tête de Harbaugh sur la touche, c'est waouh. Moi, je suis inquiet pour eux. J'espère qu'ils sont bien entourés et qu'ils sont suivis psychologiquement parce que. Et il y a bye week et Lamar Jackson revient derrière. Il a intérêt à gagner parce que sinon, on balance la saison. Hein. Et Zay Flowers qui fumble 2 fois. Enfin bon, bref, il n'y avait rien qui est allé hier encore. Rien. Zay Flowers qui n'avait jamais commis un fumble de sa carrière. Oui. Il en avait déjà commis un, si tu te rappelles bien. Il en avait déjà commis un, c'était contre les Chiefs en finale de conférence il y a 2 ans. Quand il allait vers la end zone, tu te souviens pas? Il allait marquer et il avait lâché le ballon à 1 yard de la end zone avec un retour défensif de Eljarius Sneed, si je dis pas de bêtises. Oui, mais il le perd pas. Voilà, il le perd, mais elle part en touchback en fait. Voilà, elle part en touchback. Il pas compté comme fumble dans les stats. D'accord. Ouais, en effet, il y avait eu cette. Il avait perdu ce ballon-là, ce ballon capital qui aurait pu envoyer les Ravens au Super Bowl. Pour autant, Seb a raison sur la stat. C'est vrai qu'il en perd 2 en un match. Il n'y a rien qui va. Derrick Henry qui en perdait pas les autres années, qui en perd depuis le début de la saison. Prochain match après la bye week contre les Bears à la maison. Celui-là, il faut le prendre. Sinon, ça va siffler. Ah bah sinon, un 6, je pense que c'est déjà un 5, c'est compliqué. Un 5, là, après, quand tu regardes le calendrier... Il y a encore une fenêtre. Hein. Il y a encore une fenêtre. Comme l'AFC Nord, en fait. Ils ont 2 fois les Steelers, ils ont 2 fois les Steelers, une fois les Packers qui va être compliqué quand même. À part les Steelers, sinon en AFC Nord, tout le monde est en bilan négatif, donc bon, il y a encore une porte, mais bon, ça va être compliqué. On fait le récapitulatif des résultats. Les Giants qui donc dans la nuit de c'est épuisant. Heureusement que ça arrive pas souvent, hein, je vous le dis. Ouais, c'est ça. Qui ont battu les Eagles 34-17. Les Broncos qui s'imposent 13. Tu veux faire un bruit de cheval? Oui. Voilà. Les Broncos qui s'imposent 13-11. Non, je le ferai pas parce que j'en suis pas fier de celle-là. Les Steelers. 9 sacs à noter. Voilà. Oui, voilà. Non, mais on va arrêter de te couper, Flav. Oui, ce serait gentil. Non, mais oui, non, c'est pas de notre genre. Non, les Steelers qui gagnent 23-9, et c'était pas vous qui disiez les Steelers gagneront pas un match. Aaron Rodgers, il va mettre Mike Tomlin avec son seul bilan négatif. Ils sont en 4-1, les mecs. Hein. Encore une science du pronostic. 4-1. Parce qu'ils ont déjà eu leur bye week. Voilà. Merci de savoir compter, mais bon, c'est les Giants, hein, ils savent pas faire grand-chose. Les Chargers qui s'imposent 29-27 face aux Dolphins. Alors ça, c'était pas un match pour les cardiaques, hein, le Chargers-Dolphins. Les Chargers qui mènent largement au début de 4e quart-temps, qui se font reprendre, qui se font passer devant sur un touchdown de Darren Waller, si je dis pas de bêtises, et qui derrière, il restait 45 secondes à jouer, les Chargers qui arrivent à remettre un field goal pour s'imposer. Bref, ça a été un match saut Dolphins, hein, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de mal à lire les Chargers. Oui, ils sont sur courant alternatif, hein, les Chargers. Voilà. Il y en a assez d'essais. Voilà, tout à fait. Les Patriots qui s'imposent face aux Saints 25-19. On a parlé de Drake May tout à l'heure. Les Rams qui gagnent 17-3, on vient d'en parler, face aux Ravens. Les Colts qui ont eu très, 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 très chaud face aux Cardinals de l'Arizona. Victoire 31-27 avec Jonathan Taylor qui marque dans les derniers instants. Et les Cardinals qui avaient la possession pour repasser devant et qui vont échouer à 9 yards de l'embut des Colts avec une dernière passe notamment où il y a eu une petite discussion arbitrale parce que il semblait y avoir contact entre Trey McBride et le défenseur des Colts.
Ça n'a pas été sifflé. Les Colts qui s'imposent donc et qui sont, eux, à 5 victoires et 1 défaite en tête de l'AFC. Les Seahawks qui s'imposent 20-12 face aux Jaguars, on en a parlé. Les Panthers qui gagnent 30-27, on en a parlé aussi face aux Cowboys. Les Raiders qui gagnent 20-10 face aux Titans du Tennessee, ce qui a causé la chute de Brian Callahan, le head coach des Titans du Tennessee, qui est donc le premier entraîneur viré. Le podcast du milieu de semaine, qui sortira jeudi, sera consacré aux entraîneurs en danger. On reviendra sur le cas Brian Callahan qui a été renvoyé, et puis on parlera des autres entraîneurs qui pourraient être dans la tourmente. Je pense aux Dolphins, je pense déjà certains parlent des Jets de New York aussi, avec Aaron Glenn qui pourrait être en difficulté, Brian Daboll du côté des Giants, même si tout va bien depuis que Jackson Dart est là. Bref, il y a plusieurs cas. Jonathan Gannon du côté des Cardinals aussi, qui est cité régulièrement parmi les entraîneurs possiblement en danger. Les Buccaneers qui s'imposent 30-19 face aux 49ers, les Packers qui battent les Bengals de Joe Flacco 27-18, exploit. Joe Flacco est toujours vivant, oui, c'est déjà une bonne nouvelle pour lui. Et les Chiefs qui se sont donc imposés 30-17 face aux Lions. Il reste 2 matchs qui ne sont pas joués encore au moment où nous enregistrons ce podcast. Les Falcons vont recevoir les Bills dans la nuit de lundi à mardi. Les Commanders recevront les Bears. Tout le monde se souvient du dernier Commanders-Bears. Oui. El Mari. Oh oui. Et oui, oui. avec la fameuse Hail Mary de Jayden Daniels qui a vraiment lancé la saison l'an dernier des Commanders de Washington. C'était Noah Brown qui avait marqué ce touchdown. Noah Brown qui est absent pour la rencontre de ce lundi soir, tout comme Terry McLaurin d'ailleurs pour les Commanders. Voilà les amis pour le tour complet de ce débriefing de la 6e semaine de compétition. On se retrouve donc jeudi pour parler des entraîneurs en danger, et puis ensuite il y aura la 7e semaine. Bref, encore tout plein de choses sur The Playoff. Comme d'habitude, les articles sont en ligne sur le site. Vous pouvez réécouter les anciens podcasts si vous voulez. N'hésitez pas à venir sur notre Discord pour discuter avec nous directement de toute l'actualité NFL. C'est ouvert à tout le monde et c'est dans les liens en bio des différents réseaux sociaux de The Playoff. Merci Monsem, merci Yaya, merci Vince d'avoir été avec moi. Merci à tous comme d'habitude de nous avoir écoutés. On se dit à jeudi. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye.